Enseignement supérieur, pas de cours dans les amphithéâtres de l'Université de Douala ce 21 novembre 2017. Les enseignants sont en grève, ils revendiquent de meilleures conditions de travail. Du côté des transporteurs, par contre, le ton est à la conciliation à l'issue d'une concertation avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le collectif des syndicats nationaux du secteur des transports terrestres a décidé de suspendre la grève annoncée pour ce jour. Zimbabwe, pendant que le Parlement examinait une procédure de destitution contre Robert Mugabe au pouvoir depuis 37 années, celui-ci a fait parvenir une lettre annonçant sa démission. Voilà pour les principales articulations du 20h sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est un bonheur de vous retrouver. Ouvrons cette édition de l'actualité dans la cité économique enseignement supérieur. Pas de cours ce 21 novembre 2017 dans les amphithéâtres de l'université de Douala. Les enseignants de cette institution universitaire ont suspendu toutes les activités académiques au sein de ce campus à l'effet de revendiquer de meilleures conditions de travail. Ils dénoncent l'insalubrité notoire, l'absence de toilettes et de bureaux, une liste loin d'être exhaustive telle que vous nous le précisez. Jean Chemayetna, Étienne Monté. À l'esplanade du rectorat de l'université de Douala, ce mardi 21 novembre 2017, étudiants et enseignants déambulent dans les coins et recoins du campus du quartier Ange-Raphaël, dans la métropole économique. Dans les amphithéâtres, par l'ombre d'un seul enseignant, des étudiants arrivés ce matin avaient le choix de rebrousser chemin ou de réviser ses notes au niveau des espaces verts de ce temple du savoir. Nous sommes les plus concernés parce que ça nous freine dans l'avancement des cours. Mais contrairement à une position, nous ne pouvons pas prendre une position. Et non loin du rectorat, par petits groupes, des membres du syndicat national des enseignants du supérieur attendent impatiemment la résolution des mauvaises conditions de travail dans lesquelles ils évoluent au sein de l'université de Douala. Ça fait 24 ans que les enseignants de l'université de Douala n'ont pas de bureau. Nous recevons des étudiants sous les arbres. Nous-mêmes, nous nous reposons sous les arbres. Nous préparons les cours avant d'entrer en amphi sous les arbres. Regardez tout ce qu'il y a comme amphi. Douala Mangabel, c'est R+3. Imaginez, on aura à peu près 3000 personnes, sans eau, sans toilette. Qu'est-ce que ça devient? Amphi Georges Ngango, environ 1000, pareil. Stanislas Melonet, pareil. Chinjang Pouemi, pareil. Roger Gabriel Lev, je ne peux pas citer. Nous n'avons pas de toilette, nous n'avons pas d'eau. Comment imaginer? Nous dispensons des travaux dirigés à côté du cimetière d'Aïdo. Nous achevons les séances à 22 h. Les étudiants sont agressés, les enseignants sont agressés et ça dure 24 ans. Personne ne dit rien. Est-ce que vous pensez qu'il y a une seule université au monde à être dans cette posture? Nous ne pensons pas. Au terme d'une concertation de crise tenue avec la direction de cette institution, hormis des promesses fallacieuses, rien à mettre sous la dent. Nous n'avons eu aucune proposition concrète. Il semblait mal à l'aise à nous parler, certainement qu'il n'avait pas le pouvoir de décider sur telle ou telle chose. Les promesses nous ont été faites, mais qui sincèrement n'ont rien de convaincant. La suite, c'est que le mouvement continue jusqu'à dimanche, comme nous l'avons dit. C'était juste un mouvement d'interpellation pour amener la partie adverse à reconsidérer la manière de nous traiter. Du côté de l'administration, on parle d'un top management qui ne ménage aucun effort pour le confort aussi bien des étudiants que des enseignants. Le recteur n'a ménagé aucun effort pour pouvoir améliorer la situation des collègues. Au bout de la réunion, nous avons convenu que par rapport à certains problèmes qui sont effectivement prégnants, qu'ils ont posés, les problèmes de toilettes, qui doivent être réhabilités, il est question non seulement de sensibiliser les collègues et les étudiants, parce qu'en fait, ces toilettes ont été réhabilitées, mais malheureusement, il y a eu des dégâts. Pour ce qui concerne le problème des infrastructures, vous savez que c'est un problème réel. Le recteur est en train de négocier avec les différentes parties prenantes pour que le bâtiment dont on parle puisse être effectivement complètement achevé.
Et en attendant une éventuelle réaction du recteur de l'université de Douala, le professeur François-Xavier Etoa. Pour l'heure, le CNES reste campé sur sa position. La suspension de toute activité académique au sein de ce temple du savoir, à l'exception des soutenances de mémoire et de thèse, durant la période du 21 jusqu'au 26 novembre prochain. Merci Jean Jamayetna. Un autre titre du journal Le Temps est plutôt à la conciliation dans le secteur des transports terrestres au Cameroun. À l'issue d'une concertation avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le collectif des syndicats nationaux du secteur des transports terrestres a décidé de suspendre la grève pourtant annoncée ce 21 novembre 2017. Yves Sandio. C'est une décision prise à l'issue d'une rencontre lundi dernier avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, alors qu'ils annonçaient une grève illimitée dès le mardi 21 octobre 2017 sur toute l'étendue du triangle national. Le collectif des syndicats nationaux du secteur des transports terrestres a donc décidé de lever son mot d'ordre de grève ce lundi, au terme de cette concertation avec Grégoire Oona. Sur le contenu du communiqué lu sur les ondes du Poste national, les syndicalistes signataires révèlent que des concertations vont se poursuivre et que des actions seront engagées auprès de toutes les administrations concernées dans l'optique de trouver des solutions pérennes aux problèmes soulevés. Des problèmes qui étaient entre autres la mise en application de certaines mesures gouvernementales visant à améliorer les conditions d'exercice de leur métier, notamment l'adoption de l'engagement gouvernemental du 10 juin 2014 portant création d'un comité national chargé des questions de mototaxi. Un accord à ce sujet avait d'ailleurs été signé entre le gouvernement d'une part et les syndicats d'autre part pour une opérationnalisation immédiate des points de chargement et de déchargement. Les syndicalistes avaient également réclamé l'arrêt immédiat des contrôles et l'effectivité du fichier des syndicats par corps et par métier. Des revendications qui sont sur la table du gouvernement. À l'issue de cette suspension, la rédaction de la télévision du Monde s'interroge comment comprendre ces préavis de grève annoncés régulièrement dans le secteur des transports terrestres et aussitôt levés. Est-ce le reflet du dynamisme des syndicalistes de ce secteur d'activité ou a-t-on simplement affaire à ce que certains observateurs qualifient aujourd'hui de chantage? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Jean-Marie Onambele. Qu'on nous laisse tranquille avec cette histoire, grève aujourd'hui, grève demain. Ça veut dire quoi? C'est devenu la prostitution? Mais vous les verrez là, ils se lèvent là, nous allons à la grève. Non, on ne doit pas encourager ces énormités. Nous sommes dans un pays de droit. L'État doit savoir faire le cri entre les vrais syndicalistes et les maîtres chanteurs. Ces paroles sont de Bouclé Ngakam, président national d'un syndicat du secteur transport, qui dit toute sa fureur de voir l'État prendre des imposteurs, lancer le mot d'ordre de grève au sérieux. Il y a un groupuscule de syndicats qui ont toujours, toutefois, excusez-moi le terme, lorsqu'ils ont faim, se permettent le luxe de dire nous allons gréver parce qu'il y a tel problème, il y a tel autre. C'est des bandits, c'est des arrivistes qui laissent croire qu'ils sont des syndicats. Non, il faudrait qu'on taise ça. Que le ministère du Travail fasse son travail et discerne. Vous vous rendez compte qu'un groupuscule, n'étant identifié nulle part, vous ne pouvez pas concevoir, quelqu'un n'est pas président d'un syndicat, mais laisse entendre qu'il est président d'une confédération. Ça, c'est de l'arnaque. Un groupuscule passe le temps à se narguer, se lève, dit non, nous allons gréver pour telle chose, et le lendemain, ce n'est plus la grève, le problème est résolu. C'est résolu sur quelle forme? Il faut dire que depuis quelques mois, plusieurs mots d'ordre de grève ont été lancés par certains syndicats. Après certaines négociations, parfois juteuses pour certains, on assiste à la levée des mots d'ordre. Une récurrence de rétropédalage qui confirme le manque de structuration et de sérieux de ces syndicats. Soit ces syndicats se reprochent quelque chose, et ils se disent qu'en se lançant dans la revendication, on risque de les ressasser ça sur le visage, soit se lancer dans l'impréparation. Un coup, ils s'abstiennent de réagir et ça donne à s'interroger. Est-ce une manière de dire que le ministre a raison et qu'ils essaient juste d'agiter la population pour voir la réaction de la population? Est-ce pour dire que le ministre a tort, mais quelque part, ils ne sont pas suffisamment préparés, ou bien c'est une sorte de chantage qu'ils veulent dégager?
Pour des observateurs avertis, les différents volte-face de certains syndicats du secteur transport lancent un discrédit sur ces organisations de la société civile. Cette hésitation donne aux personnes averties de se poser la question, est-ce que ce syndicat est suffisamment outillé? Est-ce qu'ils sont suffisamment préparés? Et s'ils sont suffisamment préparés, pourquoi hésiter? Et en hésitant, on ne verra pas seulement derrière eux le syndicat, mais on verra une société civile qui s'apparente à une société civile impréparée, et ce n'est pas bien. C'est pour cela qu'il est pour moi temps d'interpeller nos frères des syndicalistes qui sont des grands acteurs de la société civile pour qu'ils puissent revoir leur manière de faire. S'ils doivent prendre des décisions, qu'ils puissent prendre des décisions, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'on puisse comprendre qu'il y a problème, qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a des solutions à rechercher. Ceci dit, reste à voir comment les négociations qui mènent souvent au lever des mots d'ordre de grève sont menées. Pour certains acteurs, le pécule y interviendrait très souvent. On a commémoré ce 21 novembre 2017 la journée mondiale de la télévision. Prétexte idoine de constater avec vous les avancées notables depuis son avènement au Cameroun. C'était en 1985. Frédéric Moutomé, Étienne Monté. Ce 21 novembre 2017 est journée mondiale consacrée à la télévision. Pourtant, vecteur important, la journée dédiée à la télévision depuis 1996 par l'UNESCO est mal connue du commun des mortels et notamment des téléspectateurs. Non, je ne savais même pas qu'une journée pareille existe. Pour quel but? Pourquoi? Je ne sais pas. Non, je ne savais pas vraiment. Je ne savais vraiment pas. Que sa journée, c'est une journée de la télé, mondiale de la télévision, je ne savais pas. Au-delà de cette méconnaissance historique, les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux ont tout de même constaté une nette évolution de l'offre de la télévision au Cameroun par exemple depuis son avènement en 1985 avec la CTV. Je pense que la télévision s'est améliorée au Cameroun parce qu'il y a quand même des chaînes qui se démarquent. Il y a eu une nette amélioration. Aujourd'hui, nous voyons une grande évolution. Il y a beaucoup de chaînes et ça permet la rivalité, la concurrence. Donc cette évolution a également apporté une amélioration et une diversité dans les contenus. Voilà, donc il y a une amélioration dans les contenus, une amélioration sur le plan technique, c'est-à-dire la qualité de l'image, voilà, donc la qualité des plateaux, donc l'amélioration également du personnel dans les télévisions. 30 ans après, la télévision continue de mobiliser les foules. D'ailleurs, chacun se met devant son petit écran selon sa sensibilité, son intérêt et son style. Bon, je suis quelqu'un déjà trop adepte au débat. Bon, en plus des débats, question de se divertir, je vais faire allusion aux émissions comme Lady Indienne du côté de LTM. Programme de débat. Je suis programme de débat. Parce que les programmes d'information, c'est que moi je regarde le plus. Mais maintenant, les émissions telles que Canal Presse, les émissions telles que Tout Azimut, oui, voilà les émissions qui le regardent. Donc tous les dimanches surtout, je suis scotché sur les différentes chaînes à partir de 11h. Malgré ses bons points engrangés auprès des téléspectateurs dans les chaumières, la télévision reste et demeure le premier moyen de communication et de diffusion de l'information de masse. Cet important outil qui impacte sur le quotidien des populations a fort heureusement encore du chemin à faire au pays de Paul Biya pour se parfaire et répondre véritablement aux aspirations de ceux-là qui la regardent au quotidien. Merci Frédéric Moutomé. Nous rendons à présent dans le centre Cameroun où se poursuivent les travaux de la session parlementaire du mois de novembre 2017. Le ministre des Finances Alamine Ousmane Meh était face à la commission des finances et du budget pour défendre la loi de règlement 2016. Serge Sepo. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'immeuble attenant de l'hémicycle, l'Assemblée nationale reprend du service. Face au sinistre, les travaux en commission se tiennent désormais au sein de l'hémicycle et c'est à la commission des finances et du budget d'ouvrir le bal en accueillant le ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh,
pour la défense de la loi de règlement 2016. Le contexte de 2016 est resté un contexte difficile compte tenu de la baisse des cours des matières premières, dont le pétrole, avec aussi l'impact de la lutte contre Boko Haram. Nous avons veillé dans ce contexte-là à poursuivre l'exécution des opérations d'investissement autour de la CAN 2016 et 2019 et au regard également des engagements pris s'agissant du PNUD. Ce contexte-là nous a certainement influencé au regard des performances en matière de collecte de ressources. Nous avons atteint 94% de notre objectif avec 3 967 milliards. Ceci en deçà des performances que nous avons l'habitude de réaliser, mais justifié par le contexte macroéconomique qui fait de l'économie mondiale une économie qui croît à 3,1% tout simplement. Au-delà de la mobilisation des recettes, il s'est agi aussi pour Alamine Ousmane May de justifier les dépenses courantes de l'exercice 2016. Évidemment, nous avons également veillé à ce que les dépenses courantes soient en phase avec, bien entendu, les recettes qui sont mobilisées. Un taux d'exécution de 95%. Mais ce taux d'exécution ne nous a pas permis, bien entendu, d'obtenir le résultat des années antérieures. Cette année 2016, nous avons un déficit de 54 milliards, ce qui traduit la volonté de poursuivre, bien entendu, l'exécution des dépenses publiques, même si les recettes n'ont pas été à la hauteur de cet objectif. Les 54 milliards sont couverts, bien entendu, par les financements extérieurs et les tirages sur avance statutaire qui nous permettent, bien entendu, de garder l'équilibre de notre budget. Après plus de 3h30 d'échange avec les membres de cette commission, le ministre des Finances a exprimé sa solidarité face aux sinistres survenus à l'Assemblée nationale dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril, a assisté au début des travaux de cette commission pour s'en assurer de l'effectivité. Toujours dans le centre Cameroun, ONU Femmes amorce le 24 novembre 2017 prochain une vaste campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et filles. Les précisions de Jean-Oscar Libok, Mohamed Essoumba 2. 16 jours pour sensibiliser, mobiliser les énergies de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'Organisation des Nations Unies va en guerre contre cette forme de violence que subit quotidiennement la jeune féminine. J'ai visité beaucoup de villages avec beaucoup de femmes qui ont pris des choix très courageux de revenir dans leur village. C'est des villages qui ont été complètement détruits, meurtriers par la violence. Tout a été détruit. Et ils nous ont dit, on est revenus pour reconstruire nos vies. Et c'est des fois des femmes qui sont venues avant les hommes. Et aujourd'hui, si vous allez dans ces endroits, c'est les femmes qui gèrent l'économie de la famille. C'est eux qui vont travailler. Mais oui, c'est vrai, on a plus de pouvoir, on joue un rôle plus important. Mais nos hommes sont fâchés contre nous. Fâchés qu'eux ne peuvent plus jouer leur rôle. Donc on est toute la journée engagés en train d'essayer de faire survivre la famille. Et quand on rentre à la maison, on a un mari qui, au lieu de nous soutenir, peut-être nous frappe. Et c'est dans la culture que c'est avec moi qu'il peut se décharger. C'est ça qu'il faut changer, la réalité de toutes ces femmes. Au Cameroun, près de 35% de femmes et 42% d'hommes pensent que la violence domestique est justifiée. Et c'est pour annihiler cette conception que l'ONU Femmes lance cette campagne au fin de permettre l'égalité en droit et de vie sans violence. Je crois qu'on avait donné les indications par rapport au Cameroun, notamment les données du mix 2014 qui indiquent juste par exemple que plus de 30% de femmes et 40% d'hommes pensent que les violences faites aux femmes sont justifiées. Et c'est déjà un problème parce que je pense que personne n'accepte et ne justifie une violence. Et nous pensons que davantage il faut sensibiliser les gens pour faire en sorte qu'ils comprennent davantage qu'une violence n'est pas justifiée et que personne ne doit accepter une violence. Vous avez aussi les statistiques par rapport au mariage précoce. Aujourd'hui, vous avez des statistiques qui indiquent que 30% des filles sont données en mariage avant l'âge de 18 ans et quand elles sont données à plus de 28% ont des mariages précoces. Cela indique aussi que le fait que les filles soient données un mariage fait qu'elles n'arrivent pas à compléter les études et fait en sorte aussi qu'elles aient des grossesses précoces et du coup il y a un cercle de pauvreté qui s'accroît. Donc il ne faut pas dissocier la question de l'autonomisation des femmes de la question de la lutte contre les violences. Et la lutte contre les violences touche à la fois les violences physiques
la violence émotionnelle, les violences liées aux pratiques socio-culturelles qui n'assurent pas véritablement la promotion des femmes. Rappelons que la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles entre dans sa phase pratique le 24 novembre prochain. Cette conférence qui a été très courue des médias, ce qui a tout de même démontré de la délicatesse et de l'ampleur du phénomène, ne laisse personne de côté. Nous restons avec vous, Jean-Oscar Liboc. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, en partenariat avec l'UNICEF, commémore les avancées en matière de lutte pour la protection des droits des enfants. Prétexte idoine pour passer en revue la Convention des Nations Unies en la matière, adoptée en 1989. Le Cameroun, pays membre de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine, a ratifié d'importants instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme, parmi lesquels la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. En 2016, un nouveau code pénal a été promulgué par le chef de l'État et ce code pénal prend en compte beaucoup de situations. C'est un catalogue des droits et des principes directeurs que les États parties se sont engagés à respecter, soit pour entreprendre des actions en faveur des enfants, soit pour s'abstenir de certains actes. Des actions qui ont été prises, par exemple, c'est des actions assez fortes qui font des amendes à l'emprisonnement. Nous pouvons parler des mutilations génitales féminines, nous pouvons parler de l'atteinte à un organe en croissance, nous pouvons parler de l'inceste, nous pouvons parler des mariages forcés. Donc il y a beaucoup d'actions, même le refus de subvenir aux droits de l'enfant, en particulier son éducation, refuser de l'envoyer à l'école. Et il y en a d'autres encore. Parmi les principes généraux des droits de l'enfant sont définis en 4 étapes. Premièrement, l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans son article 3 stipule « Le sort de l'enfant est primordial dans toutes les décisions le concernant ». Deuxièmement, non-discrimination. Garantie de tous les droits de tous les enfants sans discrimination aucune. Troisièmement, participation. L'enfant est doté de discernement, doit exprimer son point de vue sur toute question le concernant. Enfin, quatrièmement, survie et développement. Nécessite de la prise en compte des besoins de base de l'enfant. Protégeons nos enfants, thème retenu par la coalition des organisations de la société civile du département de la MIFI à l'Ouest Cameroun pour commémorer l'édition 2017 de la Journée mondiale des droits des enfants. À Bafoussam, cette coalition a organisé une conférence publique axée sur la sensibilisation et l'éducation de masse. C'est assez inhabituel, une plateforme où l'on retrouve parents, enfants, juristes, toutes les couches sociales pour échanger sur la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1989. L'on retiendra des exposés que la Convention internationale des droits de l'enfant est un texte de 54 articles qui se décline en 4 grands principes: la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la survie, au développement et le respect de l'opinion de l'enfant. Une convention aujourd'hui ratifiée par le Cameroun. La convention des droits de l'enfant qui a été adoptée par les Nations Unies en 1989 est vraiment le texte juridique le plus soutenu, le plus fiable, le plus sûr, qui protège vraiment les enfants. Nous pensons que nos enfants, qui sont aujourd'hui l'avenir de demain, doivent être protégés. Donc, chaque fois qu'un État qui a ratifié cette convention a l'obligation stricte d'appliquer cette convention. Et les enfants, c'est l'avenir de demain. Donc, pour avoir vraiment un avenir meilleur, nous devons protéger nos enfants. Ils ont des droits. Ils ont le droit, la non-discrimination, l'intérêt de l'enfant doit primer sur tout autre intérêt. Donc, le droit à une vie sociale, le droit à l'éducation, le droit à l'instruction, à la santé, ainsi de suite. Donc, malgré la ratification de cette convention, le respect des droits de l'enfant n'est pas la chose la mieux partagée au Cameroun.
On a l'exemple du département de la MIFI où plusieurs cas pratiques et témoignages de violation des droits des enfants sont enregistrés au quotidien. Aujourd'hui, il s'avère urgent, voire impératif, d'expliquer aux uns et aux autres, notamment aux parents et aux enfants, qu'il existe des procédures de recours à la justice pour éviter justement la violation des droits de ces derniers. Nous négocions avec les chefs d'établissement des espaces pour nous permettre de sensibiliser d'abord ces enfants du collège et des écoles de langue primaire sur leurs droits et aussi sur leurs obligations. Nous usons également des réseaux d'associations de femmes pour passer le message aux parents, surtout aux mamans, qui encadrent les enfants au quotidien, sur tout l'intérêt qu'elles ont à connaître les droits de leurs enfants, à les respecter, à les faire respecter. Surtout, nous les encourageons parfois à briser le silence quand elles sont au courant de certaines situations qui engagent dangereusement la vie et l'avenir de leurs enfants. Au terme de cet échange de Bafoussam, des recommandations ont été prises, notamment l'application stricte de la Convention internationale des droits de l'enfant et la dénonciation pour sanction en cas de violation. Sport football, après avoir été fixé dans un premier temps en décembre 2017, les dates de démarrage des saisons de l'Elite One et tout ont été reportées à janvier 2018. Une situation que certains trouvent préjudiciable au Lyon A-Prime qui joue dans la même période le CHAN Maroc 2018. Willy Kak. Initialement programmé pour le mois de décembre 2017, le démarrage des championnats Elite One et Elite 2 se fera désormais les 20 et 21 janvier 2018. C'est la substance du communiqué signé de Thérèse Pauline Mangele, secrétaire générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun, rendu public en fin de semaine dernière. Une décision qui se justifie par la prorogation de l'échéance d'établissement des licences par la FECAFOOT, mais aussi de la date de tenue du tournoi Interpol. Si cette note est saluée par la majorité des ligues régionales de football, qui se voient ainsi donner assez suffisamment de temps pour mener à terme leurs activités sportives et ainsi dévoiler leurs représentants pour les Interpol 2018, ce report pose néanmoins un sérieux problème à d'autres, notamment ceux qui souhaitent voir les Lions A-Prime engagés dans le CHAN Maroc 2018 aller le plus loin possible. Pour ces derniers, qui se comptent en grand nombre parmi les observateurs du football et fans des Lions A-Prime, le report du démarrage des saisons Elite One et tout est un danger pour les poulains de Rico Berson. La raison étant que le CHAN, qui se joue du 12 janvier au 4 février 2018, se fera difficilement pour le Cameroun, dont les joueurs n'auront aucun match de championnat dans les jambes, lesquels auront pour adversaire des sélections constituées de joueurs avec plusieurs journées de championnat locaux de disputer. Un préjudice pour les A-Prime, dont l'objectif à ce CHAN Maroc 2018 est d'offrir au Cameroun le seul trophée de la Confédération africaine de football qui ne fait pas partie de son escarcelle, même si l'on s'accorde toujours à dire qu'impossible n'est pas camerounais. Avant de refermer cette édition de l'actualité Zimbabwe, pendant que le Parlement examinait une procédure de destitution contre Robert Mugabe, au pouvoir depuis 37 années, celui-ci a fait parvenir une lettre annonçant sa démission. Je veux vous faire part de ce qui suit. J'ai reçu, conformément à la Constitution, une lettre du président Robert Mugabe datée du 21 novembre 2017. Il s'agit d'une lettre de démission. Écoutez, on voit de plus en plus de monde qui sort, on voit de plus en plus de voitures, on voit de plus en plus d'embouteillages, on voit de plus en plus de gens qui sourient, on voit de plus en plus de joie vraiment ici, on voit de plus en plus de soulagement, bien sûr une petite inquiétude entre guillemets sur l'avenir, qui va gérer la transition, qui va se présenter aux élections présidentielles, quid de l'opposition, quid de tous les gens qui ont disparu, qui ont été enlevés par les services secrets dont on n'a jamais retrouvé les corps. De tout ça, on pense ce soir au Zimbabwe. Déjà, une bonne chose est faite, une bonne étape est passée. On s'est débarrassé du couple Mugabe pour la plupart des Zimbabwéens. Ici, c'était la première chose à faire.
Revenons à présent sur le parcours de Robert Mugabe, l'homme politique qui a mené la guérilla et est considéré à l'indépendance en 1980 comme le libérateur. Les précisions de nos confrères de France 24. Mugabe a grandi dans l'ex-Rhodésie britannique. Il est enseignant. Quand il entre en politique, voilà l'une de ses toutes premières déclarations. The Europeans in the country must regard themselves as citizens of the country. And they count only for one. Each of them counts for one. Le ton est donné. Les émeutes raciales se multiplient et Mugabe se radicalise. Le Premier ministre Ian Smith l'emprisonne pendant 10 ans. Il se tourne vers la lutte armée. Celui qui a mené la guérilla contre le régime blanc de Salisbury est considéré à l'indépendance en 1980 comme le libérateur. Mais la libération tourne très vite en guerre civile entre anciens alliés. Dans le Matabeleland, la répression fait plus de 20 000 victimes. Des massacres ethniques dont Mugabe et ses chefs militaires n'ont jamais voulu répondre. En 20 ans, l'économie s'écroule. Sur le plan économique, la plupart des gens le qualifieraient d'illettré. Pour rester au pouvoir, Mugabe joue en 2000 la carte populiste. Il nationalise les terres, exproprie les fermiers blancs. Et plus il se sent isolé par la communauté internationale, plus il s'en prend à ses anciens colonisateurs. The British cannot teach us democracy because we taught them democracy here in Zimbabwe through the barrel of the gun. Mugabe emporte les élections de 2002 dans un climat de violence. Celle de 2008 se déroule sous fond d'hyperinflation, à 10 chiffres. Le pays s'enfonce dans la crise. L'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, lui propose de prendre sa retraite. Il refuse, puis accepte à contre-cœur un partage du pouvoir avec le chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, en 2009. Mugabe n'est pas seulement le président, c'est une institution qui a géré le pays pendant 30 ans. Morgan Tsvangirai n'a jamais vraiment pu gouverner. Robert Mugabe s'est déclaré président à vie, incapable de préparer une quelconque succession. Fin de cette édition de l'actualité, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité. Pour l'information, comme toujours, j'aurai le plaisir et le bonheur de vous retrouver demain 20h. Bonsoir.